Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on accueille un réalisateur qui est aussi acteur, qui est aussi créateur d'une école qui s'appelle La Fabrique. Voilà, vous avez dû en entendre parler depuis un long moment, parce qu'il y a énormément de comédiens que je vois qui passent dans cette école. Voilà, c'est une personne pour qui j'ai énormément d'affection, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant son parcours, car c'est une personne qui a inspiré beaucoup de gens, même s'il aime bien rester humble. Mais bon, il faut à un moment donné mettre en avant le travail parce que il fait énormément de choses pour le monde du théâtre surtout et du cinéma. Et comme David Decrène, l'a dit dans l'interview précédente, Abraham, c'est le futur et les gens ne le voient pas encore, mais vous verrez dans quelques années, on parlera encore énormément de lui. Voilà. Est-ce que tu es content d'être là, Abraham? Ouais, très content, très content. Merci de m'avoir invité. Bah, en tout cas, t'as résumé, c'est un peu trop pour moi, mais parce que j'aime bien être discret comme tu m'as dit, mais Comme d'habitude, tu m'as toujours bien humble. résumé. Mais bon, Donc, aujourd'hui, on va parler de lui. Voilà, donc bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Abraham? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va impec. Content de te recevoir dans ce média. Pareil. Content de t'avoir dans l'Actu Clap. Vraiment, Je sais que tu es énormément pris parce que tu es sur pas mal de projets. Comme on dit, tu es un homme de l'ombre. Même si on voit quand même le petit bout de lumière de ton travail parce que malheureusement ton travail fait le bruit lui-même. Voilà, et ça éveille beaucoup de personnes. Je suis très très content de t'avoir, je le répète beaucoup, mais c'est important pour moi de le dire. bah, plaisir partagé, hein. Je suis très content que tu m'aies invité, que je sois ici avec l'équipe et tout. Oui, parce qu'effectivement, l'équipe s'agrandit, donc ça fait plaisir. Comme tu le sais, dans l'Actu Club, voilà, ça a pour but de valoriser le parcours personnel, professionnel. C'est vrai que moi, je t'avais déjà interviewé il y a très très longtemps, mais c'était même pas du tout pour le média Actu Club. Et j'ai décidé justement de t'interviewer aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, comme je le dis depuis le début, tu fais énormément de choses pour le monde du cinéma et du théâtre. J'ai vu énormément de personnes qui m'ont dit qu'ils sont passés à la fabrique. Et ce qui est ouf, c'est que une fois que je les ai vus sortir de la fabrique, j'ai vu des vrais résultats. Donc ça veut forcément dire que tu as ce truc, je sais pas je sais pas comme un peu un coach avec ses joueurs, tu vois, il y a un truc où il y a une harmonie, quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, j'étais obligé d'en parler aujourd'hui, mais avant ça, on va commencer par toi, voilà, savoir qui est Abraham derrière les projecteurs, derrière les caméras et dans la vie de tous les jours. Oui, écoute, on va commencer par la genèse, hein. Bah, Abraham, Cournevien. Faut préciser quand même que c'est la Courneuve pour les gens, parce que Cournevien, des fois, ils captent pas. Oui, Parce que même moi, je savais même pas que ça disait Cournevien, tu vois. 93 120, la Courneuvienne plus précisément, en latin Curianova, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Oui, je suis originaire de la Courneuve, j'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas, je me suis construit là-bas, je me suis éduqué là-bas. Et pour moi, ça a été une vraie richesse, parce que beaucoup stigmatisent la banlieue et font croire que voilà, c'est limite un zoo, mais pas du tout, pas du tout. Ouais, ça regorge de talent. Exactement, Ça regorge de talent. c'est un vivier où il y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui sont devenus médecins, qui sont devenus avocats, qui sont devenus entrepreneurs ou qui sont cadres, même acteurs ou dans le sport. Je sais que quand tu étais jeune, tu faisais du foot. Mhm. Voilà, tu parlais justement de la banlieue, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à voir la banlieue comme quelque chose de négatif, mais je sais que malgré le fait que tu n'as pas pu poursuivre ta carrière dans le football, je sais que le football, ça t'a apporté énormément de choses. Et ça t'a surtout évité de tomber dans énormément de choses aussi. Bien sûr, au lieu de traîner, tu vas au foot, puis on t'apprend des valeurs de résilience, de combat, on t'apprend à gagner, on t'apprend à perdre, on t'apprend à vivre en collectivité surtout. Et voilà, ces valeurs-là, elles m'ont suivi tout au long de mon parcours, qu'il soit scolaire, qu'il soit artistique ou autre. Donc c'est vrai que beaucoup se prédestinent au foot, mais bon, c'est un milieu très fermé, c'est pas pour tout le monde, donc il faut élargir les voies, il faut s'ouvrir, il faut découvrir d'autres choses, et on n'est pas tous destinés à devenir un Mbappé ou un grand rappeur ou voilà, un grand artiste. Il y a plein de choses où les jeunes peuvent se diversifier, les jeunes issus de la banlieue peuvent se diversifier et être compétents en tout cas. Ouais, parce que c'est vrai que nous, on a une réputation où ils te disent qu'en banlieue, on a tendance à soit vouloir être footballeur ou rappeur, et généralement qu'on n'est pas destiné à faire autre chose, parce que je sais même pas d'où vient ce pronostic, mais bon. Après, je sais que voilà, dans le foot, t'as pas pu poursuivre parce que tu t'es fait la rupture des ligaments croisés. Exact, la blessure de tous les professionnels. J'ai raté une carrière, c'est ça. Mais, mais quand tu faisais du foot, t'étais pas du tout dans l'artistique déjà ou?
Non, du tout. Du tout. Pour moi, j'étais convaincu que j'allais être footballeur professionnel. Il y avait rien d'autre. Pour moi, en tant que métier, pour moi, c'était footballeur professionnel ou rien, quoi. J'avais pas de plan B. J'avais pas de plan B et c'est en grandissant naturellement que cette passion est venue, parce que j'étais un cinéphile, je regardais beaucoup les films avec mon frère à l'époque. On refaisait les scènes de films ou les scènes de combat, tu connais, quand t'es jeune. Ouais. Et ça m'a suivi, en fait. Ça m'a suivi, parce que j'ai engrainé tous mes potes. On regardait des vidéos, on se refaisait les scènes et tout. Et on faisait des petits jeux de rôle comme ça. Et arrivé au lycée, j'ai découvert un acteur qui m'a mis une claque, qui est Denzel Washington. Et puis il y avait un film aussi de Mathieu Kassovitz, La haine. Alors ça a été la vraie gifle. C'est à partir de ce film-là, j'ai su que je voulais faire ce métier. Mais avant ça, quand t'apprends que justement t'as la rupture des ligaments croisés et que ton seul rêve c'était d'être footballeur, toi t'as fait comment pour rebondir? T'étais dans quel état quand on t'a clairement fait comprendre que le football c'était fini? Parce que oui, je sais que t'es arrivé justement à faire du théâtre, du cinéma et tout ça, mais toi ça a été quoi ton émotion à ce moment-là? Parce que tu sais, des fois il y a des gens quand ils tombent tu sais, quand vraiment leur seul rêve, ils pensent qu'il y a qu'un seul rêve, une seule voie, et que ça s'arrête. Des fois en fait c'est difficile de rebondir. Toi t'as fait comment pour rebondir face à ça? Ça a été dur, c'est sûr. Mais après, il faut être réaliste. À un moment donné, si c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi, et il faut l'accepter. Surtout, et essayer d'explorer d'autres voies. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Il faut savoir encaisser. En fait, la vie, le plus important, c'est de savoir comment tu vas rebondir. C'est le plus important, parce que on prend des coups et on se relève. C'est comme un enfant, il tombe. Quand il apprend à marcher, il est à quatre pattes, ensuite il se met debout, il tombe, après il tient en équilibre et il avance. Eh ben c'est pareil, il faut réussir à mettre en adéquation un peu ce processus dans sa propre vie et avancer, quoi. Ce que je disais, il faut faire preuve de résilience. C'est ça le plus important pour moi. T'arrives au lycée? Ah oui, les filles. Non, parce qu'en fait, la raison pour laquelle tu m'avais raconté pourquoi tu t'étais lancé dans le théâtre, c'était une raison qui était très drôle, mais qui peut être aussi une forme de choses positives pour arriver à ça. Tu veux nous en parler un petit peu ou... Ah oui, on peut en parler, parce que j'ai fait une filière littéraire et il y avait beaucoup de jolies filles, donc quand on voit des filles, on se dit ça peut être intéressant pour nous. Donc je suis arrivé, j'avais des qualités en seconde, donc je me débrouillais pas mal en langue et en français et histoire géo. Donc ils ont décelé ça très vite et on m'a orienté vers un bac littéraire. Donc pour moi, bingo, que demande le peuple? On me balance dans la masse. Et je suis arrivé dans une classe, je crois il y avait 29 filles, on était 3 mecs. Donc, ouais, il y avait du choix. C'était le harem. Et au final, ça a été une bonne chose, parce que j'ai appris à connaître un peu plus la gente féminine, de leur psychologie, parce que je les ai côtoyés durant 2 ans. Donc ça a été un plus pour moi, je pense. Ça a été un plus parce qu'aujourd'hui, ça me sert dans mon travail, parce que je sais qu'on travaille pas de la même manière avec un homme et une femme. C'est pas la même approche, c'est pas la même manière de travailler. Donc il faut pour les filles, faut être un peu plus attentionné, moins directif, plus à l'écoute, alors que les garçons, je suis un peu plus direct, en tout cas, dans ma communication. Justement, comment t'es venu, comment ça s'est passé quand tu t'es lancé dans le théâtre? Parce que je sais que t'arrives, dans cette classe-là, tu décides de te lancer. Ouais. Ça se passe comment, les premiers cours, première expérience dans ce milieu? Les premiers cours, ça commençait, au début, je faisais beaucoup de blagues dans ma classe et j'étais un peu le petit bout en train, mais j'étais apprécié, hein, sans trop manquer de respect quand même, toujours dans la limite. Et les profs m'appréciaient pour ça. J'ai toujours la petite punchline, la petite blague qui fait rire toute la classe. Bon vivant, bon délire. Il y a une de mes profs à l'époque, je crois que j'étais en première, qui m'avait conseillé soit de faire journaliste sportif, soit d'être comédien.
Et je me suis lancé dans la voie du journalisme sportif, vu que moi j'ai fait du sport. Et puis mon frère, lui, qui est embrassé une carrière pro, je me suis dit, voilà, ça se goupille bien. Moi, je vais l'interviewer dans ses matchs et essayer de le faire monter dans sa carrière. Voilà, c'était le projet de base. Et puis, on connaît hein, les projets d'un temps ne sont pas ceux qu'on voit 10 ans plus tard. C'est vraiment en plus, ouais. Donc, oui, de fil en aiguille, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis naturellement rapproché du théâtre. Et ça a été une révélation pour moi. Ça a été vraiment, comment dire, c'était les Champs-Élysées, quoi. Champs-Élysées-Hommes. J'ai pris une claque. À partir du moment où je suis rentré dans mon premier cours de théâtre, j'ai compris que c'était ma voie. Ton premier cours de théâtre, tu l'as fait avec quel prof? C'était une école? Alors j'ai commencé un peu au lycée en lisant un livre qui s'appelait Les chiens de Baskerville, Sherlock Holmes, et on faisait des petits jeux de rôle avec la prof, et j'étais doué, j'avais ce petit truc en plus, j'arrivais à m'immerger et être habité lorsque j'interprétais des personnages fictifs. Et à partir de là, ma prof, elle m'a dit, tu devrais essayer de tenter une école de théâtre. Et moi, je connaissais pas ça, le théâtre. Pour nous, c'était quelque chose d'archaïque, un vieux jeu, un peu. Et pourtant, Molière, c'est un grand dramaturge, hein, mais Molière, je le voyais comme un prof chiant, quoi. Vraiment, un prof de mathématiques un peu chiant et c'était des idées arrêtées parce que c'était pas du tout ça. Et c'est un grand dramaturge, un maître en la matière. Et lorsque je me suis intéressé de plus près, pour moi, ça m'a ouvert des champs que j'ignorais. T'es parti vers quelle école? Tout d'abord, ce que après le bac, j'ai voulu faire des études de langue, mais la fac, c'était pas trop ça me plaisait pas du tout, donc j'ai travaillé en tant qu'horloger. C'était cool parce que je gagnais très bien. Et à côté, t'avais délaissé totalement le théâtre ou? Non, parce que je m'étais renseigné, j'avais démarché pour regarder les écoles, et à l'époque, c'était des coûts énormes. C'était 3 800 € l'année sur un cursus de 3 ans. Voilà. Même si je suis pas à plaindre au niveau de ma famille, ça va, j'ai très bien vécu, j'ai manqué de rien. J'étais même un peu au-dessus de la classe moyenne. Il y a des limites, il y a une réalité. Mes parents ne pouvaient pas subvenir à ça, même si ils ont essayé de participer. Donc je me suis débrouillé, j'ai toujours été débrouillard. Je suis parti dans ma ville, à La Courneuve, j'ai fait un projet J, on a financé une partie de l'école, et puis le reste, j'ai travaillé d'arrache-pied. Et au lieu de m'acheter une voiture, comme tous les autres, moi j'ai investi dans l'école, quoi. Donc c'était pratiquement 10 000 balles. Le cursus de 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais, le cursus de 3 ans. Mais il y a eu du bien et du moins bien. Ça a été une bonne expérience et une mauvaise, mais dans le mauvais, il y a toujours du bon. En soi, je m'explique. Moi, j'ai rencontré un super prof qui vient de l'école russe qui m'a appris vraiment la rigueur, d'être rigoureux, d'être dans le détail, d'être minutieux, d'être concis. Voilà, tous ces facteurs là pour réussir, il me les a transmis et maintenant ça fait partie de mon ADN. Mais par contre, j'ai eu une mauvaise expérience avec les autres élèves. Je vais être caricatural, mais c'est une réalité. En tout cas, c'est ma réalité. C'est que lorsque je suis arrivé, j'ai constaté déjà que j'avais un retard sur les connaissances cinématographiques et théâtrales. J'avais un gros retard. Et j'avais l'impression que j'étais pas à ma place. Je te donne un exemple. Par exemple, le professeur, il faisait des jeux de scène, il disait mettez-vous par deux, et vous allez faire des impros sur cette thématique-là. Les gens, les gens. Et tu te retrouvais tout seul. Et je me retrouvais tout seul. Et c'était d'une violence sans nom. J'aurais préféré rentrer sur un ring et qu'on me tabasse, quoi.
Mais ça fait très très mal. Et c'est une réalité à laquelle j'ai été tout de suite confronté. Mais j'en veux à personne. Tu vois, j'en veux à personne, c'est l'humain. Et tant mieux, parce que ça m'a construit et ça m'a mis tout de suite dans le bain. Je savais tout de suite où j'étais et je me suis dit, bah, Abraham, va falloir te bouger les fesses. Parce que si tu veux être respecté, il faut que tu sois respectable par ton travail, ce que tu vas faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai mangé mon pain noir et je leur ai prouvé que j'avais des aptitudes et des capacités aussi pour performer, peut-être même mieux qu'eux. Et c'est la vérité, parce qu'aujourd'hui, surtout le cursus, je pense pas qu'il en reste beaucoup. Ils sont tous en train de taffer, je sais pas où, mais il en reste très peu. Après tout ça, dans l'échange avec toi, ils étaient comment? Du coup, ils étaient beaucoup plus enfin, ils parlaient beaucoup plus avec toi. Une fois que j'ai réussi, Ouais, une fois que, enfin, non, réussir le grand mot, mais. Non, c'est surtout en fait quand justement t'as travaillé d'arrache-pied quand t'as doublé d'efforts pour entre guillemets te faire respecter par rapport à ton travail. Oui, j'ai eu de la chance. Mon prof, il avait du recul par rapport à tout ça et il avait décelé des qualités. Une fois, je me souviens, c'était Acting English. J'ai fait. Je passais jamais sur scène parce que j'étais souvent là à observer et à regarder, mais c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que j'étais dans mon coin. Et je me suis dit, bah voilà, Abraham, tu vas pas beaucoup passer au plateau, donc essaye de te nourrir de ce que tu vois, d'observer, de corriger, d'analyser, pour pouvoir mettre en pratique le jour où on va te donner ta chance. Et je suis passé au plateau et j'ai envoyé la sauce, quoi. Et à partir de là, ils étaient tous bouche bée, et même mon prof, il est venu me voir et m'a dit, toi, tu vas faire quelque chose en tout cas dans le métier. Et pour moi, ça a été ma récompense en tout cas. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand tu racontes ton histoire, c'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est souvent inspiré des réalités. On dirait trop, tu sais, les histoires que tu vois quand un mec il arrive à l'université dans les Disney et qu'au début personne ne veut le calculer parce qu'en gros il trouve qu'il est moins bon et tout ça. Et quand on lui donne sa chance, t'as vu, Et pourtant c'est vrai ce que je raconte. Non, je te dis pas, je te dis pas que t'es un mytho, mais c'est là que tu te rends compte que c'est réel, en fait, que il y a vraiment des gens qui vivent ça, parce que t'as vu, nous, forcément, quand tu vois la chaîne Disney, tout, tu te dis, ouais, peut-être des fois ils abusent un peu du truc, mais là, tu vois, quand on parle, moi, je me suis projeté, j'ai revu. C'était une époque. Aujourd'hui, je pense plus que ce soit comme ça. Les mentalités ont évolué, tant mieux, voilà, dans le bon sens. Et voilà, après, c'était un contexte et une époque. Qui n'est plus le cas, enfin en tout cas ça l'est moins aujourd'hui et les écoles sont beaucoup plus représentatives de la société que ça ne pouvait l'être en 2010 ou 2008 quoi. Donc heureusement, tant mieux. Mais après je vois, de toute façon, quand j'écoute ton histoire, je pense que je commence un peu à comprendre comment on dit déjà, comment t'instaures entre guillemets les règles à travers ton école, et c'est pour ça que je comprends mieux ton approche avec les élèves. Oui, c'est vrai que j'ai un vrai storytelling, et puis après c'est vrai que quand je suis allé à la fac et que j'avais les épaules parce que j'avais le dollar, j'avais tout ce que j'ai pris psychologiquement, faut être prêt quoi. Mais bon, quand tu viens de banlieue, tous les jours c'est la bagarre. Hein. C'est vrai. Faut que tu commences au collège, faut s'affirmer parce que sinon on te respecte pas. On peut te marcher dessus. Après, moi, j'ai une superbe jeunesse. Hein. Je la regrette pas et je la changerai pour rien au monde. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans ma construction à avoir cette force de caractère, de pas lâcher malgré les échecs. En fait, tu peux pas réussir sans connaître l'échec. Ouais, totalement. C'est l'école de l'échec, c'est l'école de la réussite. En échouant, tu sais comment réussir. Et moi, ça m'a aidé à avancer. À partir de la fac, là, quand j'ai fait mon bac, j'ai fait une licence d'art du spectacle, et je me suis épanoui comme nulle part ailleurs, quoi. Je savais quand je me levais, parce que je dis toujours, il y a une différence entre être heureux et être épanoui. Être heureux, c'est sur un moment, un instant T, et être épanoui, c'est sur la durée. Et moi, j'étais vraiment épanoui. Quand je me levais le matin, j'avais la banane et je savais pourquoi je me levais et ce que j'allais faire. Et à chaque fois que j'allais à la fac, mes cours, c'était une révélation. Ce qui explique aussi, sans faire le mec, quoi. J'ai une mention, quoi. J'ai mon diplôme avec mention, mais j'ai pas forcé. J'ai vraiment pas forcé. C'était juste que j'étais passionné et j'aimais ce que je faisais. Et ça s'est vu, en tout cas, dans les résultats. J'ai fait un cursus de 3 ans et ça a été 3 superbes années à l'université Paris 8. J'ai rencontré de super professeurs, de grands auteurs, de grands artistes.
J'ai travaillé avec Thomas Libart, l'élève d'Étienne Decroux, avec Kim Wan aussi, qui avait travaillé sur le long métrage Robocop. J'ai bossé avec le directeur du TNS, Théâtre National de Strasbourg. D'accord. J'avais rencontré Dominique Falzon, une grande alors non, c'est pas scénariste. Elle, c'est tout ce qui est autour de la décoration, tout ça. Et moi, ça m'a nourri. Ça m'a nourri. C'est-à-dire que j'ai un melting pot artistique qui fait que j'arrive à le retranscrire dans les projets que je mène et que j'enseigne aussi à mes élèves. Et après, juste pour revenir sur ta mention, tu dis ouais, c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais ta mention, tu l'as eu. Donc, Ah c'est oui, que je tu l'ai pas méritais. volé. Ouais, voilà, tu l'as pas volé, donc Je l'ai c'est que tu pas méritais de volé. l'avoir. Non, mais c'est juste pour revenir sur le fait que tu as dit ouais, c'est pas pour faire le mec. Non, bah si tu l'as eu, c'est que tu méritais de l'avoir, Ouais, tu vois, il y a ouais. pas de il y a pas de débat par rapport à ça. Toute humilité. Non, bien sûr. De toute façon, l'humilité, si on devait la définir en un mot, ça aurait pu être Abraham. Ah, Et du coup, Bien gentil. après ces 3 ans d'école, qu'est-ce que tu fais? après ces 3 ans d'école à la fac, je sors de la fac. Donc là, j'étais livré à moi-même. C'était pas évident, mais j'ai eu de la chance. Avec mon frère jumeau, on se conseille beaucoup. Donc lui, il m'avait dit de me lancer directement, d'aller démarcher. Donc ce que j'ai fait, il y avait un artiste dans le quartier à l'époque, rappeur, qui s'appelait Keimer, Ok. donc qui était un ami de mon frère. Donc il nous a mis en contact et j'ai commencé à travailler avec lui sur les clips de rappeurs en tant que directeur artistique. Donc je les drivais sur les jeux de scène pour les clips de rap. Et j'ai rencontré beaucoup de rappeurs et je me suis fait mon petit réseau comme ça, de fil en aiguille. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, je me suis dit, bah en fait, Abraham, maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Parce que il y a toujours eu ce feu sacré en moi qui me disait, il faut que tu tournes, il faut que tu tournes, il faut que tu tournes. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me mette en scène dans mes propres projets. Parce que faut savoir, moi, je viens d'une époque, génération 2000, il n'y avait pas énormément d'opportunités pour nous comme on peut l'avoir aujourd'hui. Il y avait pas YouTube, Ouais, c'est vrai. on avait Dailymotion, Ouais, c'est vrai. En plus. on avait quoi je sais même plus c'était quoi l'autre. Et en plus, Internet, c'était 2 heures, quoi. Tu payais, t'avais que 2 heures. Donc c'était pas facile Ouais, de se mettre en avant. C'était soit t'es dans les clips d'artistes et tu mènes ta barque, ou soit c'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc à partir de là, moi j'ai toujours été réaliste et pragmatique. Je me suis dit, il faut que je fasse mes propres projets où je me mets en avant pour me faire voir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc pour ça, il fallait de l'argent. Donc j'ai travaillé en tant qu'intervenant sur ma ville, comme prof de théâtre. Je travaillais avec les enfants, les classes clean et CLIS, ceux qui ont des difficultés d'expression ou qui sont un peu introvertis. Et ça a été une super expérience, ça aussi, magnifique, travailler avec les enfants. Il n'y a rien de plus sincère qu'un enfant. Il n'y a pas de vice, qu'ils disent la vérité en face, contrairement à des adultes. Donc oui, j'ai travaillé pendant des années. Après, j'ai travaillé aussi en tant qu'intervenant théâtre avec la MJC de mon quartier. Et on a monté des projets et on a réalisé des projets. Et à partir de là, à un moment, il y a un moment, moi, j'ai toujours été ambitieux, donc je voulais faire beaucoup plus pour eux. Et le directeur, en toute sincérité, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a poussé à créer la fabrique, il m'a dit, tu sais, Abraham, ici, on a des limites, on a un budget, on peut pas aller au-delà de ce qu'on fait déjà. Je te conseille de monter ton association, tu auras plus de liberté et de largesse de pouvoir mettre en action ce que tu veux faire. Et ça a été le meilleur conseil qu'il ait pu me donner à ce jour. D'ailleurs, merci à Patrick Carc, qui me voit. Et ça a été l'un des meilleurs conseils qu'il ait pu me donner et je l'ai mis en œuvre. Je l'ai mis en œuvre et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. C'est ce qui, comme on peut le voir, la fabrique fonctionne très bien. Et tant mieux, pourvu que ça dure. Depuis tout à l'heure, j'écoute ton parcours. Tu as souvent été que dans la réalisation? Parce qu'en fait, moi, depuis que je te connais, je t'ai jamais vu sur scène, face caméra. Ouais, non, j'ai tourné dans le film Crocodile Botsanga avec
Thomas Gijol et Fabrice Eboué. Bon, ils ont coupé la scène, on me voit passer avec mon maillot comme ça. Effectivement, j'étais venu avec tous mes potes au cinéma. Je dis, hey, j'ai tourné dans le film et tout. Au final, on était là, mais t'es où? Ils ont coupé ma scène, j'ai pas compris. J'ai tourné aussi dans La Belle Époque de Nicolas Bedos. Ça a été une très bonne expérience. Contrairement à ce qu'on dit du personnage, en tout cas, moi, l'homme, j'ai vraiment apprécié. Pourtant, c'est Nicolas Bedos, beau gosse, tout ça, grand, élancé et tout. Il est venu me voir. Premier truc qu'il est venu me dire, il est venu me serrer la main. Et il connaissait mon nom et mon prénom. Il m'a dit, Abraham, bravo pour ton casting. Félicitations, t'as fait un super casting. Je suis ravi que tu fasses partie de mon film. Tu vois, et je dis, ah ouais, putain, c'est pas le mec qu'on me vend, quoi. Bien sûr. Donc superbe expérience sur ce film, mais voilà, après c'est toujours des rôles, alors je veux pas caricaturer, mais c'était toujours les mêmes rôles, et je pense que j'étais peut-être un peu trop intelligent pour ce type de rôle qu'on me propose, de braqueur, de footballeur, de trucs. On n'est pas tous cantonnés à jouer des rôles comme ça. Moi j'ai envie de m'épanouir sur des rôles beaucoup plus psychologiques. Donc voilà, je me suis plus tourné sur la réalisation et écrire des projets qui me parlent, avec ma vision des choses et qui pourraient parler à d'autres. Donc je me suis mis à la réalisation tout naturellement d'ailleurs. Tu as parlé d'une anecdote où justement tu étais dans le crocodile du Botswana où tu as été coupé en montage. Ouais. Je sais que je connais des gens justement à qui c'est déjà arrivé, tu sais, qui pareil ont tourné dans le film, ils oublient que des fois tu peux être coupé en montage et tout, tralala, et ils sont arrivés au cinéma et ils sont pas vus du tout dans le film, tu vois. Comment toi tu vis ce moment? Ah, c'est sûr que ça fait mal, on est humain parce qu'on a des ambitions, on a des espoirs, mais je pense qu'on ne réalise pas aussi les enjeux sur un film. Il y a beaucoup d'argent qui est mis. On peut pas se tromper. Il y en a, c'est leur premier film, ils ont la pression, donc il faut faire des sacrifices. De stress déjà pour le réalisateur, il doit couper une partie. Je pense pas que ça lui fasse plaisir aussi. S'il pouvait garder tous les rushs, il les garderait. Mais pour le bien du film, pour qu'il ait une fluidité et garder un rythme, pour que ce soit attractif au niveau du public, bah des fois il faut couper des scènes, donc voilà, il faut l'accepter. Mais moi je l'ai compris qu'après, quand j'étais de l'autre côté de la caméra, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Mais après c'est vrai que quand on est comédien, on a une vision réductrice du métier et on est dans une frustration qui pour moi se comprend, mais il faut entendre aussi de l'autre côté pourquoi on a été supprimé. C'est pas pour vous faire mal ou pour vous embêter, c'est pour le bien du film. Et il faut penser au film, de penser aux comédiens, c'est le plus important. Ouais, c'est sûr. Toujours penser au film. Le comédien, c'est clair que c'est important, mais le film l'est plus. Sur ce film, c'est bien Thomas Gijol et Fabrice Eboué, je crois, les deux qui écrivent le film, si je me trompe pas. Il me semble, oui. Il me semble que c'est les deux. T'as pu les rencontrer ou pas du tout? Après, non. Sur le tournage, j'ai bien discuté avec Fabrice Eboué, super sympa. Ouais, c'est justement pour ça. Ouais, en gros, c'est t'attirer quelque chose parce que, ok, t'as été coupé au montage, mais des fois, je ne serais juste d'avoir un temps d'échange avec eux, c'est juste incroyable. Oui, moi, c'était super de les rencontrer. C'est des mecs qui nous parlent à nous, en tout cas. Tu vois. Et moi, ils me parlent. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que, Thomas Gijol, je l'ai pas vu sur le film parce que j'ai pas tourné avec lui, mais les scènes que j'avais faites, c'était Fabrice Eboué. Il avait pris le temps de rester avec nous, il avait discuté avec nous, il a signé des autographes. Non, un super mec. Franchement, belle expérience. Moi, de toute manière, toutes mes expériences cinématographiques, elles ont été bonnes en soi, enrichissantes. Ouais, je prends que le meilleur, le mauvais. On n'avance pas avec le mauvais. Moi, au lieu de chercher les problèmes, je cherche les solutions. Donc, en soi, tout est bon à prendre. Tout était sympa à prendre aussi. Ton intelligence, ça t'a poussé à ne pas accepter certains rôles parce que, comme tu as dit, tu avais ce sentiment d'être beaucoup plus intelligent que de faire ces rôles-là. Tu crées justement la fabrique. Voilà, tu as remercié justement les personnes qui t'ont soutenu et aidé. Comment ça a commencé les tout premiers pas de la fabrique? Parce que ça a quand même bientôt 10 ans, si je me trompe pas. Là. Ouais, moi j'avais travaillé avec Mohamed Belhamar sur ses castings, je l'aidais. Je lui envoyais des jeunes parce que je travaillais dans une MJC et on avait beaucoup de jeunes, donc il y avait un ami, un ancien du quartier qui avait travaillé sur le film Un prophète avec Jacques Audiard
et qui connaissait le directeur de casting, Mohamed Belhamar, et il lui a parlé de moi, il lui a dit, il y a un jeune, Abraham et tout, il fait des trucs avec les jeunes de la ville, il a beaucoup d'énergie, tu devrais le rencontrer, il a un petit groupe à la MJC, va voir ce qu'il fait. Donc il m'a appelé, on s'est rencontrés, on a super bien accroché, donc voilà, je lui ai envoyé des jeunes. Et moi, des fois, je venais sur les projets, je regardais, et souvent, il y avait des jeunes qui étaient intéressants, mais ça passait pas pour des critères. Bon, voilà, après, c'est eux, ils ont leurs critères. Mais je me disais, c'est dommage après de les relâcher dans la nature. Ce serait bien de les récupérer, de travailler avec eux, de manière à ce que lorsqu'ils auront étoffé leur jeu, parce qu'on leur apporte un bagage d'enseignement pédagogique et autres, ils puissent revenir prêts et cette fois-ci ne pas passer entre les mailles du filet, quoi. Voilà, et avec tout mon vécu, tout ça, pêle-mêle, j'ai créé la fabrique. Et aujourd'hui, ça donne le résultat qu'on peut voir. Il y en a beaucoup qui arrivent à embrasser une carrière, parce qu'une carrière, enfin, une carrière c'est un grand mot, mais décrocher des opportunités qui peut, je l'espère, les amener sur une carrière. En fait, c'est surtout qu'aussi le fruit de ton travail, il t'a quand même amené aussi des personnalités, des gens qui sont quand même connus dans un milieu. Tu as eu des personnes connues. Quand je dis connues, c'est dans le sens où même des fois qui sont pas du tout dans le domaine du cinéma, mais le fait de leur présence dans ton école, ça donne aussi de la visibilité, de la lumière. Et c'est surtout que s'ils viennent dans ton école et pas dans une autre, c'est que forcément ton école leur a parlé. Donc je pense que tout ce que tu as mis en place sur toutes ces années, ça a été aussi bénéfique. Mais même toi aujourd'hui, quand tu vois des personnes qui s'intéressent, comme tout à l'heure, tu me parles en off, tu me disais que tu avais coaché des personnes qui ont joué dans des films, par exemple comme celui de Kerry James. Il y a Lina Mayem justement qui est venue aussi justement, tu vois, dans ton école. Quand tu vois des personnes comme ça qui viennent et qui s'intéressent à ton école, c'est quoi ton sentiment et ton émotion aujourd'hui? Bah, le sentiment que j'ai, c'est que je suis resté authentique, je suis resté moi-même, je me suis pas fourvoyé. Moi, je suis le mec, tu vois. Au lieu de regarder ce qu'il y a devant le magasin, j'aime bien voir ce qu'il y a derrière. Je préfère garder mes valeurs que me mettre en valeur. Et ça, c'est mon leitmotiv. Et je l'ai gardé tout au long de ces années. Et aujourd'hui, je suis reconnu pour ça. Donc oui, j'ai côtoyé des gens qui me ressemblent. Et je travaille avec des gens qui me ressemblent. Oui, j'ai coaché Mami Kanouté, Mamadou Koulibaly, Lina Mayem. Et ça a été intéressant parce que c'est des gens que je voyais comme ça, et tu as des idées arrêtées derrière ton écran, et puis quand tu les rencontres, c'est des gens hyper intéressants, hyper construits. De toute manière, pour arriver là où ils sont, il faut un minimum, quoi. Tu peux pas rentrer comme ça en étant bête et discipliné. Il faut avoir un peu de jugeote. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient bien entourés. Ils sont des personnes bienveillantes, et de travailler avec eux, c'est un plaisir parce qu'ils sont à l'écoute et ils progressent aussi avec la méthode que je leur apporte. Donc c'est donnant-donnant, c'est win-win, et c'est juste ça, c'est le Graal, on va dire. Non, en fait, ce qui est bien, c'est que malgré leur notoriété, ils viennent pas en mode ouais, je suis quelqu'un, donc moi je viens, je fais ce que je veux, tu vois. Mais c'est bien que t'en parles, c'est bien que t'en parles parce que d'où ils viennent. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas l'envers du décor. Ils savent d'où ils viennent et eux-mêmes transmettent. Quand tu vois Lina, elle transmet tout le temps, elle revient tout le temps dans son quartier, elle partage avec les jeunes filles, avec les garçons, tout ça, elle motive, elle booste. Et même quand tu vois Mamadou dans le 9-4, tout ce qu'il fait, c'est un président, franchement. Il fait un travail énorme. Et Almami aussi, dans le 91, tout le travail qu'il fait avec les jeunes, ces gens-là, on peut que les applaudir. J'ai même côtoyé aussi un grand frère de mon quartier, Berthéwan, qui a une histoire de malade. On pourrait faire un film. J'aimerais bien d'ailleurs faire un film sur sa vie. Tous ces gens-là, moi, quand je regarde mon parcours et je vois avec qui je travaille, ça me ressemble. Voilà, vraiment, ça me ressemble. C'est des gens qui me correspondent. C'est pour ça que ça match bien. Qu'est-ce que tu vises avec la fabrique comme objectif? Ben, on n'en a pas vraiment. Tu vois, c'est comme le nom, la fabrique, l'origine d'un point, la définition mathématique, tu pars d'un point, mais tu sais pas jusqu'à où tu vas aller. Donc, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Après, il n'y a que Dieu qui sait où on ira, tu vois. On est des croyants, mais je vais essayer d'aller le plus loin possible et d'emmener le plus de monde possible vers le haut. C'est mon objectif, voilà. Si tu me demandes comme ça. Après, où? Je ne sais pas.
Ouais, tu t'imposes pas de limite, c'est bien. Voilà, j'espère aller le plus loin possible, le plus longtemps possible, et de faire perdurer ça, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, parce que tout le monde ne peut pas payer des écoles avec ces sommes-là, parce que maintenant ça devient le business. Tu vois qu'il y a des écoles, c'est 500 € par mois. C'est pour moi, hein. Alors d'autres diront oui, non. Pour moi, j'estime que c'est du vol, parce que enseigner le métier du cinéma, c'est le 7e art quand même qu'on enseigne. C'est comme l'école, on ne devrait pas payer ces sommes-là, parce que sinon on crée un système de caste. Et c'est un art qui sera possible que pour une catégorie, au détriment d'une autre. Et je suis pas d'accord. Tu vois. Moi, je pense que tout le monde devrait pouvoir avoir la possibilité de pouvoir bénéficier d'un enseignement artistique pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Parce que beaucoup ont une belle âme, que ce soit artistique ou même humaine. Ils ont des choses à montrer. Donc, c'est bien de leur laisser la possibilité, du moins, de pouvoir le faire. Justement, comment on fait pour s'inscrire à la fabrique? Ah, Si. on parlait d'argent, je vais décrédibiliser. Non, la fabrique, nous, on a créé un système où c'est ouvert à tout le monde. Ça va de 15 à... Soit la plus âgée que j'ai eue, elle avait 74 ans. D'accord. Voilà, c'est un enseignement de 9 heures de cours par semaine, avec une cotisation de 100 € par mois. Et ça permet, nous, avec cet argent qui cotise, de le réinjecter dans des actions pour les mettre eux en valeur, c'est-à-dire des courts-métrages, des représentations théâtrales, une mise en réseau avec des professionnels, des agents, des directeurs de casting, des bookers photos, voilà, tout ce qui est dans le domaine du cinéma et du théâtre. Et ça, voilà, à moindre coût. À moindre coût. Là, dernièrement, on a joué au théâtre du gymnase. Et ça a été un truc de malade. C'était un truc de malade. Ils ont joué dans un théâtre où il y a eu des grands qui ont joué là-bas, et ils ont eu cette chance eux aussi. Ils pourront dire, moi j'ai joué au théâtre du gymnase. Donc juste ça, tu vois ce que je veux dire, on a fait un truc énorme. Ils ont joué la pièce Beaumaillé. C'est ça, oui, Beaumaillé, qui est une pièce de théâtre qui traite de l'esclavage. C'est une histoire d'amour fin du XVIIe entre un esclave et la fille du maître de la plantation. Histoire impossible. Et voilà, ils veulent vivre leur amour, donc ils essayent de fuir dans le nord. Mais malgré ça, va créer des remous, donc, et des dommages collatéraux des deux côtés. Donc voilà, je voulais pas faire un truc parce qu'on a vu tellement d'histoires qui abordent le thème de l'esclavage. C'est un sujet tellement lourd où il faut prendre des gants, faut faire attention, parce qu'il faut jouer on peut pas jouer avec la sensibilité de chacun. Moi, ma mère, voilà, elle est descendante d'esclaves, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, je voulais pas faire un truc où on voit l'oppresseur matraquer l'oppressé. Je voulais vraiment axer sur l'histoire d'amour dans un contexte impossible, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu. Et voilà, je voulais apporter ma vision, moi, de cette époque lourde avec mes comédiens. J'aimerais juste revenir sur un point, parce que voilà, comme je te l'ai dit, la fabrique, enfin à travers la fabrique, justement, il y a même Beaumaillé qui s'est fait aussi à travers la fabrique. J'ai vu des très très belles choses. Il y a, comme tu as dit, vous offrez la possibilité à des personnes de passer justement dans cette école et d'avoir des opportunités pour essayer d'avoir une vraie carrière dans le milieu du cinéma ou du théâtre. J'aimerais rendre un petit hommage, parce que c'est important pour moi d'en parler, parce qu'il y a une personne qui faisait partie de la fabrique, qui aujourd'hui, enfin qui nous a quittés il y a 1 an, si je me trompe pas, maintenant ça fait plus d'1 an, je crois, et qui était Nabil, une personne pour qui on avait énormément d'estime et qui avait énormément de talent. Toi, comment, ben justement, voilà, vu que c'est une personne que tu as côtoyée, une personne, voilà, qui est passée dans tes cours, une personne pour qui tu avais énormément d'affection, je vais pas te demander, en fait, comment tu l'as ressenti, parce que je pense que oui, c'était quelque chose de triste ou quoi, mais toi, ça a été, enfin, pour vraiment mettre, voilà, mettre, comme tu dis, mettre les gants sur la question, c'est qu'est-ce que ça t'a fait, justement, de plus avoir cette personne à tes côtés, parce que je sais qu'il a apporté énormément de choses à l'équipe de la fabrique, et surtout aussi à toi, tu vois, à tes côtés. Franchement, Nabil, c'est un frère. C'est pas, je suis resté des 4 heures au téléphone avec lui. Des fois, il m'appelait, il me disait Abraham, t'es où, viens. On se posait, on mangeait au grec, on parlait du métier.
Je crois des personnes comme ça, il en reste très très peu. Avec des vraies valeurs familiales, de respect, de loyauté. Il parlait pas sur les gens, il était concentré, il était voilà, il savait où il allait, il savait ce qu'il voulait faire. Très famille, il était très famille. Il y a tellement de, tu sais, quand tu me parles comme ça de Nabil, il y a tellement de choses que j'aimerais dire sur cette personne, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il nous manque, parce que franchement, un mec comme lui, je pense pas que j'en reverrai. Je pense pas que j'en reverrai. Je suis quasi sûr même. En tout cas, c'est une personne que moi, je tiens à remercier. C'est pour ça que je te disais vraiment que c'était important d'appuyer sur ça, parce que la dernière fois que j'ai pu échanger avec lui, c'était justement quand tu as fait ta projection, pardon, sur la salle qui est pas très loin, enfin qui est sur l'avenue des Champs, pas très loin, là, je sais plus c'est quoi. Le Club de l'Étoile. Voilà, Club de l'Étoile. Et je me rappelle, il a eu des mots forts. Et forcément, comme je t'ai dit, voilà, il a vraiment vu l'envers du décor et le début de ce média, parce que j'étais encore en train de me questionner, j'hésitais encore à me lancer dans le domaine et quand il a vu 2-3 interviews que j'avais mis en avant, tu vois, il a eu des mots où il m'a dit voilà, lâche pas, continue, j'ai vu ce que tu fais, je vois à peu près où tu veux arriver, et ça va le faire et lâche pas, tu vois. Donc pour moi, c'était important de mettre un point sur lui parce que je sais que voilà, quand j'ai vu les personnes qui ont parlé de lui après sur les réseaux après sa disparition, bah justement, tu vois, j'ai vu qu'il avait une très très grande importance au sein de la fabrique. Il a partout où il est passé, il a laissé une bonne image. Il y a pas une personne qui l'ait côtoyé qui m'ait dit du mal de lui. Il était grand acteur aussi. Ouais, Je suis quasiment sûr qu'il aurait fait une grande carrière. Bah, d'ailleurs, il embrassait une grande carrière parce qu'il il avait décroché un premier rôle sur un long métrage. Et bon, après, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais en tout cas, il a laissé une belle image de lui, un beau souvenir, un beau sourire. Voilà, on a perdu un père, on a perdu un frère, on a perdu un ami, on a perdu un acteur, on a perdu un homme. Et c'est triste, mais bon, c'est comme ça. C'est comme on dit, les meilleurs partent en premier. Donc ouais, nous, on est dans la merde. Ouais. Non, c'est une phrase qui est, c'est une phrase qui est réelle, mais c'est une phrase qui est réelle. Mais c'était important pour moi de mettre un point là-dessus. Et d'ailleurs, j'embrasse toute sa famille, ses enfants, sa femme, sa belle-sœur, son frère, sa mère. Et voilà, on les oublie pas. Bah, merci en tout cas pour ces mots, parce que voilà, pour moi, c'était important de lui rendre hommage. C'est vrai, il faut... Et pour revenir justement à ton parcours, quand moi, tu vois, je vois ton parcours, tu vois, t'es parti de footballeur, ligaments croisés, donc t'aurais pu tout lâcher, tu rebondis sur le théâtre. Du théâtre, on te met encore une embûche quand t'arrives avec ce prof russe qui te dit, quand t'arrives dans sa classe, on te fait ressentir que t'avais du retard et que t'avais pas ta place. Malgré ça, tu rebondis encore une fois de plus. Derrière, on te jette dans le bain après ces 3 années justement où t'as mis de ton temps, ton énergie et aussi ton argent, t'as investi. Tu décides de créer cette école qui s'appelle La Fabrique. Et mine de rien, je sais pas si tu percutes, mais quand tu me dis que vous avez joué quand même dans un théâtre qui a quand même il y a quand même des grandes personnes, des personnalités qui sont passées là-bas, c'est pas rien. Si tu devais regarder tout ton parcours par rapport à tout ça, et même tu vois, là, on a même parlé de Nabil, tu vois, même La Fabrique, ça t'a quand même aussi amené des personnes positives, des personnes qui t'ont aidé à faire évoluer ce projet. Et il y a une phrase que j'entends là depuis 2-3 semaines qui dit tu attires ce que tu es. Avant, j'avais du mal à comprendre cette phrase, mais elle est réelle. Toi, est-ce que déjà tu es fier de tout ce que tu as pu bâtir? Parce que je sais que tu vises encore énormément de choses sur le long terme. Mais qu'est-ce que tu te dirais quand tu vois justement ton évolution et tout ce que tu as pu faire? Mais je me rends pas compte en fait. Je me rends pas compte parce que quand j'ai fini une action, je suis déjà sur une autre. J'ai une ambition grande et dévorante qui n'a pas de limite. Parce que je sais qu'il y a un plafond de verre. À un moment donné, il y a un plafond de verre et moi, je veux l'exploser. Et je veux l'exploser. Alors, j'arriverai peut-être jamais, sûrement. J'ai plus de chances de ne pas y arriver que d'arriver. Mais je sais qu'avec tous les gens que j'ai derrière moi, toute cette force qu'on a pu créer, on va au moins la fissurer, au moins. On va essayer de la fissurer parce qu'il y en aura un, je pense, qui arrivera à exploser ce plafond de verre et à redonner ce qu'on lui a apporté. Donc, par rapport à ta question, je me rends pas vraiment compte de ce que j'ai fait, du parcours. Tu vois, moi,
je reste humble, je suis Abraham Touré, quoi. Je suis pas meilleur qu'un autre, je respecte tout le monde, je mets tout le monde au même niveau, je reste humble, surtout. Parce que la personne que j'ai devant moi, je sais pas ce qu'elle peut devenir, tu vois ce que je veux dire? Je parle avec toi demain, tu peux exploser sur un média, une grande chaîne, ou même des membres de l'équipe. Donc j'ai toujours ce recul de dire respecte la personne que tu as en face parce que tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Donc sois humble, toujours laisse une bonne image de toi parce que demain, si tu es amené à la revoir, tu as laissé ton casier propre pour échanger et construire. Donc voilà, c'est pas du calcul, hein, c'est juste des valeurs en fait d'éducation qu'on m'a enseigné et de toujours respecter la personne qu'on a en face. Voilà, je suis toujours dans la communication, dans le dialogue. Parce que le plus important, c'est comme je dis toujours, c'est pas juste de dire les choses, c'est comment on les dit, c'est comment on communique. C'est ça qui est le plus important. Et quand tu respectes les gens que tu as en face de toi, tu les écoutes parce t'apprends toujours des gens. De n'importe qui, t'apprends d'un enfant, t'apprends d'un senior, t'apprends de ton pote, t'apprends de ton frère, de ta sœur, t'apprends de tout le monde. Et c'est ça qui te construit, c'est ça qui te nourrit et qui te fait avancer. C'est pour ça que voilà, moi j'essaye toujours d'être à l'écoute des gens qui viennent me voir et de les aider dans ce qu'ils veulent faire, dans la mesure du possible, bien sûr, parce que après c'est des rêveurs. Hein. Moi j'ai toujours dit, t'as les ambitieux et t'as les rêveurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent pouvoir, mais qui ne mettent pas les actes. Et il y en a qui sont convaincus. D'où la différence de jouer, comme je l'ai dit, il y en a qui jouent avec force, il y en a qui jouent avec conviction. C'est pas la même chose. Bah, merci en tout cas pour tes mots. Merci pour tes mots et merci d'avoir participé à cette Merci à vous. Non, bah merci. Franchement, tu vois, c'est comme je dis tout le temps, c'est que malgré le fait que j'interviewe des personnes que je pense connaître, ben, tu vois, pourtant on a déjà fait une interview ensemble, ouais. Et malgré ça, encore là, j'apprends encore d'autres choses qui sont même liées à des choses où on se connaissait déjà, tu vois. Donc, enfin bref, ouais. C'est juste impressionnant. Tous les jours. Non, c'est juste impressionnant. Et moi, voilà, après, à titre personnel, je suis content de voir ton évolution. Parce que, bah, moi aussi, je suis content de voir ton évolution. Très content, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, comme je t'ai dit, voilà, moi, j'avais commencé quelques cours à la fabrique. Malheureusement, j'ai pas pu poursuivre. Bah ouais, non, mais c'est vrai, mais j'ai pas pu poursuivre parce que j'avais eu, pour des raisons personnelles, voilà, j'ai eu un début d'ulcère et j'étais très malade pendant une petite année. J'ai mis du temps à récupérer, on va dire, une force physique normale. Parce que voilà. Alors, sur tes auditeurs, ça va mieux. Non, ça va, non, ça va beaucoup mieux. C'était il y a quelques années, mais c'est pour te dire que voilà, tu vois, c'est que, voilà, moi, j'ai quand même vu la différence entre le moment où je suis venu dans ton école et maintenant. Je vois qu'il y a, même des fois, pour te joindre, tu vois, on arrive à savoir, mais je vois que t'es vraiment sur plein de trucs en même temps. Et c'est tout le positif que je te souhaite. Et je sais que même il y a des beaux projets qui arrivent, il y en a beaucoup, cette année, tu vois. Je sais que tu vas bosser avec une grosse chaîne. On n'en dit pas plus parce que voilà, on va éviter voilà. Mais en tout cas, je suis très très content pour ton évolution et je te souhaite le meilleur. Et comme on dit cette phrase, je sais pas si elle a du sens, mais j'aimerais qu'on se croise au sommet, tu vois. Voilà, tu vois dans cette direction, tu vois. Je la note, celle-là. Voilà. Et merci à toi. Merci à vous aussi. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on vous a encore amené une personne inspirante avec un parcours qui, moi-même, malgré le fait de connaître l'humain, bah, je connaissais pas tout le parcours et ça m'a aussi fait voyager. C'est motivant, c'est inspirant et on essaiera toujours avec l'équipe de l'Actu Club de vous amener des personnes inspirantes qui parleront avec sincérité, qui mettront l'humain en avant et pas juste l'apparence parce que voilà, on connaît des gens apparents et c'est pas très intéressant, mais on fera toujours en sorte de voir amener des personnes qui parleront avec sincérité, qui exposeront toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et ils vont pas vous dire ouais, je suis arrivé au sommet comme ça ou j'ai réussi comme ça. Voilà, on a tous des embûches, on traverse tous des moments difficiles et malgré que la vie des fois personnelle sur laquelle on peut être impacté, on arrive quand même à bâtir des très très belles choses. Donc, à rester motivé, ambitieux. Et c'est surtout pour vous que j'essaye d'emmener toutes ces personnes parce que pour moi, c'est important d'avoir des gens qui parlent de leur parcours pour se sentir concernés, se dire que on tombe sur des personnes qui ont des parcours similaires aux nôtres et surtout qu'on peut réussir. Donc merci en tout cas encore à vous d'être présents, de soutenir ce projet, d'être toujours à mettre vos petits likes, vos commentaires, je le dirai tout le temps. Voilà, j'espère ne jamais oublier de vous dédicacer à la fin de mes vidéos parce que pour moi c'est important. On se dit à très très vite la famille. Je vous conseille vraiment de continuer à suivre cette page parce qu'il y a encore vraiment d'autres personnes du même type, inspirantes, qui viendront sur ce média. Restez connectés et on se dit à très très vite la famille. Ciao, ciao.